Kiev dit oui à l'accord de paix sur la table avec les États-Unis. On guette la réaction russe. Comment va réagir Poutine à ce feu vert? En tout cas, lui, il pense y arriver. C'est Donald Trump. Il a déclaré il y a quelques instants. Il se dit très proche d'un accord. Écoutez, Donald Trump. J'ai mis fin à 8 guerres en 9 mois. Et nous travaillons sur la dernière. On va y arriver. Ce n'est pas facile, mais on va y arriver. 25 000 soldats ukrainiens et russes, 25 000 soldats sont décédés le mois dernier. Je pense qu'un accord est très proche. Nous allons voir ça. Je pensais que ce serait beaucoup plus rapide, que ça se réglerait plus vite. Mais nous progressons. Et on reste à la Maison-Blanche avec vous, Sonia Dridi. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, correspondante LCI accréditée à la Maison-Blanche. Sonia, vous qui parlez le Donald Trump couramment, quelle est votre analyse? Quelles sont les toutes dernières informations? Eh bien, comme vous venez de le dire, nous l'avons entendu il y a peu depuis les jardins de la Maison-Blanche et il a évoqué l'Ukraine, mais très rapidement en disant qu'il aurait pensé que ce conflit serait réglé depuis longtemps, qu'il pensait que les États-Unis étaient désormais proches d'un accord, mais il est resté très vague, il n'a pas donné de détails particuliers et on l'a quand même senti très lassé de ce conflit. Il n'avait pas le ton parfois enthousiaste qu'il emploie lorsqu'il parle des victoires des États-Unis. Et donc, on le sent très pressé, en tout cas, d'arriver à la fin, d'arriver à un accord. Alors, il est actuellement en train de travailler dans le bureau ovale parce que je me trouve à l'extérieur donc de l'entrée du bureau ovale. Et lorsque l'on voit le Marine que vous pouvez voir derrière moi, cela veut dire que Donald Trump est en ce moment dans le bureau ovale. On sait aussi que les négociations avancent à Abu Dhabi, puisque c'est là où une délégation américaine est présente pour négocier avec une délégation russe. On a aussi appris que le chef des renseignements, des services de renseignements ukrainiens était à Abu Dhabi, qu'il lui aussi s'entretenait avec des officiels américains. Et selon ABC News, eh bien, ce n'était pas impossible que le chef des renseignements ukrainiens s'entretienne également avec des officiels russes par la suite. Merci beaucoup, Sonia Dridi, depuis les États-Unis, à quelques mètres de Donald Trump. Tout s'accélère. Vous l'avez compris, on en parle avec mes invités que je salue. Et j'en suis ravie, Natacha Polony. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous, directrice de la revue L'Audace. Merci beaucoup, Général Michel Yakovlev. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien vice-chef d'état-major du SHAPE, c'est l'OTAN, commandement suprême interallié. Bonjour à vous, Yves Dutréau. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes représentant permanent adjoint de la France à l'ONU, ancien ambassadeur de France à l'OSCE. Et bonsoir à vous, Jean-François Boutors. Merci également. Vous êtes essayiste spécialiste de la Russie, éditorialiste à Ouest France et auteur de Poutine, la logique de la force. Les mots, il faut les peser, c'est important. Emmanuel Macron, il a évoqué un moment crucial. Nous sommes dans un moment crucial, un tournant, le tournant. Vous y croyez, vous, Général? J'y croirai quand on sera sorti du tournant. Parce que là, il y a quand même eu beaucoup de tournants. La négociation, elle continue. Si j'ai bien compris, il y a 2 sites de négociation, en tout cas que l'on connaît. Exactement. Il y a quand même des sujets, même Trump dit il reste des petits détails. Ouais, les petits détails, c'est pas des petits détails. Les prisonniers de guerre, les enfants, qui sont un sujet majeur, absolument majeur, pour plus la question de l'amnistie ou pas pour pour des crimes de guerre. Enfin, j'aimerais être optimiste et dire effectivement ils sont pas loin du truc. Très franchement, non, j'y crois pas. Ce soir, j'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Non. Monsieur l'ambassadeur, parce que c'est aussi ça votre titre. Le général a dit ce soir, il a raison, parce que faut peut-être attendre un peu. Simplement, j'ai vraiment l'impression, dans le sens de ce que vient de dire le général, c'est qu'il y a des mots d'optimisme forcenés, enfin assez prononcés à la Maison-Blanche, porte-parole à la Maison-Blanche, etc. C'est un peu ce qu'on appelle souvent le wishful thinking. On peut, par des déclarations, c'est utile d'ailleurs, faire pression peut-être mais sur qui? Sur Poutine. Alors, je ne suis pas sûr que de ce côté-là, les choses évoluent aussi vite. Le général a cité quelques points délicats, les enfants, l'amnistie, mais il y en a d'autres, franchement. D'abord, les 600 000 hommes ou 800 000 hommes que pourraient garder les Ukrainiens. Déjà, le chiffre de 600 000 avait été très critiqué par les Russes. Alors, si maintenant on parle de 800 000 à la demande des Ukrainiens et des Européens, on s'éloigne de ce que voulaient les Russes. Il y a aussi la question des territoires qui est
est centrale. Est-ce que l'Ukraine va accepter de rendre à la Russie des territoires que la Russie n'a pas réussi à gagner par la force? Après, il y a la question de la garantie de sécurité. C'est pour ça qu'il y a eu encore la coalition des volontaires aujourd'hui qui s'est réunie en viséo, sous l'égide, je crois, de l'Allemagne. Et le président Macron évoquait encore les garanties de sécurité en deuxième rideau. Alors, ça veut dire qu'il y aurait des forces pour garantir l'Ukraine une fois la paix et le cessez-le-feu intervenus. Et puis enfin, il y a l'histoire d'argent. Les fameux 200 milliards de fonds gelés russes dans le premier plan, que les Américains voulaient en capter une forte partie, ce qui a suscité le mécontentement des Européens, d'où le nouveau plan, mais qu'on n'a pas vu. Donc on commente quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc il faut être extrêmement prudent pour les téléspectateurs. Il ne va pas y avoir un accord dans les jours qui viennent, je ne pense pas. On continue d'en parler. Je ne veux pas faire attendre notre équipe qui est à Kiev. Merci beaucoup Claire Cambier d'être avec nous en direct. Claire, est-ce que Volodymyr Zelensky s'apprête à prendre un avion direction Washington pour bel et bien signer cet accord, en tout cas ce plan américain? Oui, il l'a annoncé, lui il est prêt à aller très vite, à signer cet accord de paix cette semaine pour Thanksgiving. Ça traduit plusieurs choses. Déjà qu'il respecte l'ultimatum posé par Donald Trump lui-même, qu'il est prêt à signer l'accord de paix à Thanksgiving. Il ne veut surtout pas perdre son allié américain, et puis il a très bien conscience qu'il a réussi un tour de force, passer de ce plan de 28 plans favorable à la Russie à un plan cette fois acceptable par l'Ukraine. Il veut battre le fer tant qu'il est chaud. Ce que ça traduit également, c'est que Zelensky, il veut à tout prix faire la paix dès aujourd'hui. Alors déjà, il est affaibli, évidemment, par cette affaire de corruption qui touche 2 de ses ministres et un de ses proches. Mais surtout, il a bien conscience que l'Ukraine en a besoin. On l'a vu encore cette nuit avec ces bombardements massifs sur les civils, sur les infrastructures énergétiques. Et il y a toujours cette situation très compliquée sur le front. Il y a cet après-midi un député de l'opposition, Gorachenko, qui indiquait finalement cette guerre, ce sont 2 armées très puissantes qui se font face. Il n'y a pas vraiment de vainqueur. Le seul vainqueur, c'est celui qui sera prêt à perdre le plus d'hommes. Et ça, ce n'est pas acceptable pour l'Ukraine. Merci beaucoup. Claire Cambier avec Camille Sou en direct depuis Kiev. Merci beaucoup à toutes les deux. Je voudrais qu'on voit cette information du Financial Times qui nous annonce désormais un plan en 19 points. On était à 28. Nous serions maintenant autour de 19 points dans cet accord crucial. Encore une fois, un plan américain. On guette la réaction russe. On ne dit pas que les Russes vont signer. Un plan qui serait à ce stade signé par les Ukrainiens. Mais qui dit négociation, Natacha Polony, dit concession. Et cela veut dire qu'il a lui-même cédé quelque chose de son côté, Volodymyr Zelensky. Sur quoi, selon vous, a-t-il pu reculer ? Volodymyr Zelensky, hélas, ne cesse de reculer et d'être obligé d'accepter des choses qui auraient semblé inacceptables dans les mois précédents. On le voit bien, c'est-à-dire que en effet, on ne peut pas savoir si cette négociation va aboutir, parce qu'on ne sait pas si Vladimir Poutine va accepter enfin de discuter. C'est-à-dire que pour l'instant, il se sent en position de force. C'est d'ailleurs la stratégie russe habituelle. Le temps joue pour lui. C'est du moins ce qu'il considère depuis le début et ce qu'il continue visiblement à considérer. Et là, on va peut-être avancer sur des éléments, mais en effet, ce sont des concessions lourdes pour l'Ukraine. En revanche, on peut s'interroger sur les déclarations des Européens, les forces de réassurance, etc., dont on voit, j'ai dit 200 fois sur ce plateau à quel point il était assez étonnant de voir les Européens brandir des forces de réassurance qui conduisaient à mettre des troupes de la France et de la Grande-Bretagne, donc pays de l'OTAN, sur le sol ukrainien, alors qu'il fallait pour cela obtenir l'accord de Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu, et que justement Vladimir Poutine considérait que l'OTAN à ses frontières, c'était inacceptable. Donc la question est de savoir qui cherche quoi là-dedans. En tout cas, on a bien compris que Donald Trump veut la paix à tout prix, tout de suite, le plus vite possible, quitte à faire des concessions dont certaines sont très lourdes. La question maintenant, c'est de savoir ce que cherche Poutine. Oui, Jean-François Boutard. Je ferai une nuance par rapport à ce que vous venez de dire tout de suite. Là. Il ne cherche pas la paix à tout prix, il cherche la paix à ses intérêts. Point final. Le prix à tout prix
pour les Ukrainiens, pour les Européens, peut-être même pour les Russes, mais pas à tout prix pour lui. Il a un désintérêt dans ce combat et ils sont pas mineurs, au contraire. C'est la première chose. C'est pour ça que quand il dit on est tout proche, je veux dire, il a dit 2500 fois qu'on était tout proche d'un accord, c'est la 2501e fois, ça change pas grand-chose. Je crois qu'il faut faire la part entre le déclaratoire et puis la réalité des faits. On a des déclarations sur des plans de paix, mais c'est pas... On ne connaît pas en réalité la teneur des concessions que veulent faire les uns et les autres réellement. Ça, on est encore dans la mise en scène pour l'instant. On le verra le jour où ça sera signé et on saura ce qu'il en est. La question, me semble-t-il, de la paix, c'est que, comme le président Macron l'a dit tout à l'heure, c'est que la Russie ne veut pas la paix aujourd'hui. Alors, qui en Russie ne veut pas la paix ? Vladimir Poutine, probablement parce que son pouvoir est attaché à la poursuite de la guerre. Le jour où cette guerre s'arrête, il y a de la place pour un autre. Qui peut vouloir la paix ? Peut-être l'armée, paradoxalement, parce qu'elle paye un prix démesuré. Il faut quand même penser. Hein, on a été extrêmement choqués, et on avait raison de l'être sur les dizaines de milliers de morts, 70 000 morts à Gaza. Il faut quand même penser que Vladimir Poutine a fait tuer de son propre peuple au moins 300 ou 400 000 jeunes hommes. C'est le plus grand criminel de guerre de la Russie. Faut bien... Donc, peut-être que l'armée en a ras-le-bol. Elle a essayé de gagner, je crois qu'elle a engagé des forces extrêmement puissantes ces dernières semaines, mais peut-être qu'elle est au taquet, parce que, bon, il y avait une nouvelle il n'y a pas très longtemps qui était que la Corée du Nord commence à avoir du mal à fournir en armes la Russie, parce que la Russie en consomme plus que la Corée du Nord ne lui en apporte. Et bon, je ne reviens pas sur les questions des raffineries qui sont frappées par les Ukrainiens, y compris les usines d'armement. La Russie n'est pas dans une si bonne situation, et peut-être l'armée, et c'est la seule condition aujourd'hui, c'est que quelqu'un veuille à Moscou la paix. Pour l'instant, on ne sait rien de ça. Alors on va Donc il ne faut pas discuter sur savoir si Zelensky va signer ou pas. Zelensky, il gagne du temps. Il gagne du temps d'une manière ou d'une autre. Il ne fait qu'une seule chose, c'est de gagner du temps. Il ne veut pas se fâcher avec M. Trump, surtout. Alors justement, je voulais savoir si... Et pour permettre aussi aux Européens d'agir. Je voulais savoir si l'histoire qui s'écrit, c'est celle aussi d'un Zelensky qui n'a plus le choix, qui est au pied du mur. Qui est au pied du mur parce qu'il était menacé par Trump de se voir couper le renseignement, de se voir couper l'alimentation en armes. Au pied du mur parce que sur le front, c'est extrêmement difficile. Au pied du mur parce qu'il y a des affaires de corruption. Il n'avait plus le choix, Zelensky, que de dire « Ok, j'accepte peut-être pas tout, mais en tout cas une partie du plan américain ». Je n'ai pas cette lecture-là. Alors, il va pas bien, il n'est pas en bonne situation, hein, mais souvent, j'ai souvent entendu la question, est-ce qu'il a les moyens de dire non ? Et je me demande s'il a les moyens de dire oui. En tout cas, au plan d'il y a 3 jours. Là, la capitulation, c'était une sorte de suicide collectif. Avait-il les moyens de dire oui ? Je ne suis pas convaincu. Maintenant... Et c'est vrai, il gagne du temps, et surtout, il cherche à ce que la faute, la culpabilité de ne pas signer le plan de paix soit reportée sur Poutine. Donc la question, c'est, il arrive chez Trump, il dit, moi je suis prêt à signer, là, faisons-le tout de suite, avant d'aller bouffer la dinde, et de Thanksgiving. Et puis après, Trump se retourne vers Poutine, Poutine dit, ah là là, et bref, la guerre continue pour les raisons que vous évoquez. C'est pas la première fois que Poutine bloque, et c'est pas la première fois que Trump fait semblant de croire qu'il n'a pas bloqué. À Anchorage, on l'a vu aussi. Et maintenant, je terminerai là-dessus, on ne sait pas dans quelle mesure l'Ukraine est dépendante des Américains. Alors, ils sont très dépendants, ils en ont beaucoup besoin, etc. Est-ce que c'est une question de survie absolue aujourd'hui ? Je ne sais pas. Parce que le pipeline des munitions, il s'est tari, en réalité, déjà. C'est fait. Le renseignement, et il y a sûrement beaucoup de renseignements américains qui leur rendent beaucoup service. Est-ce qu'il est absolument crucial à leur poursuite des opérations ? Je ne sais pas. Comment il s'appelle ? Zelensky, il sait. Oui. Donc, Trump, s'il pousse le bouchon trop loin et que Zelensky lui dit « tu peux couper, je continuerai à vivre », ça veut dire que Trump n'a plus aucune carte de négociation contre Zelensky. Ce que je dis est une hypothèse. Manifestement, Zelensky
cherche à garder Trump, cherche à ne pas décourager Trump. Donc, sa tactique maintenant, c'est de mettre la pression sur Poutine. Alors, Natacha Polony, allez-y. Il me semble quand même, enfin si on essaye de regarder les choses en distinguant ce qu'on souhaiterait et ce qui existe, il me semble que depuis déjà plusieurs mois et encore aujourd'hui, Volodymyr Zelensky donne tous les signes de n'avoir pas le choix que d'accepter les propositions de Donald Trump. Et qu'il me semble que s'il avait la possibilité de se passer de Donald Trump, il l'aurait déjà fait. On voit bien à quel point Volodymyr Zelensky est dans une position difficile où finalement, il a face à lui une sorte de mur. C'est-à-dire que les demandes de Vladimir Poutine, ce sont les mêmes depuis le début. Vladimir Poutine n'a pas négocié une seconde. Il n'a pas bougé, c'est tout. Et il attend. Et en face... les Ukrainiens, visiblement, n'ont pas le choix, sont dans une position difficile, et je ne crois pas une seconde que les Européens, hélas, se soient mis dans une situation où ils puissent peser, et c'est bien un des problèmes majeurs de cette histoire. Pour continuer de comprendre ce qui s'est passé ces toutes dernières heures, je vous rappelle que vendredi, sur ces plateaux même de LCI, on vous expliquait que l'accord était sous la dictée russe, que c'était du 100% Vladimir Poutine, et voilà que cet après-midi, on apprend que Kiev donne son feu vert à un plan américain retravaillé. Sonia Dridi, on se retrouve encore une fois depuis la Maison-Blanche. Vous êtes à quelques mètres de Donald Trump. Expliquez-nous ce qui s'est joué. Et on comprend que ce qui s'est joué, notamment ces dernières heures, ce sont surtout des discussions secrètes, discrètes, mais directes à Abu Dhabi, en présence des Russes. Faut pas l'oublier. Oui, il y a ces discussions à Abu Dhabi entre une délégation américaine et des officiels russes. Et on a également appris qu'il y avait le chef des renseignements ukrainiens qui était sur place, qui s'entretenait avec des Américains. Et selon ABC News, il y aurait une rencontre entre le chef des renseignements ukrainiens et les Russes n'est pas complètement exclue. Il y a aussi des développements ici à la Maison-Blanche, que je vous disais il y a peu que Donald Trump s'est exprimé et pour dire que les États-Unis étaient proches d'un accord sur l'Ukraine. On sentait qu'il avait quand même un ton moins victorieux que d'habitude. Il est resté assez vague, pas de détails. Et on vient d'apprendre à l'instant par CNN que selon des sources proches du dossier, le ton optimiste adopté par la Maison-Blanche est surtout une posture pour continuer de mettre la pression sur l'Ukraine et la Russie. Mais en coulisses, cette administration serait un petit peu moins optimiste. Apparemment, selon cette même source proche du dossier qui s'est confiée à CNN, on parle beaucoup de de cet accord de 19 points, mais il ne serait pas complètement final. Il y aurait encore des points de contentieux, notamment sur la taille de l'armée ukrainienne. Un nouveau chiffre serait avancé. On parlait de 600 000 soldats et un nouveau chiffre est en train d'être discuté sur la question des territoires, évidemment, et puis également sur la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc on sent finalement qu'on n'est pas tout à fait proche d'un accord, qu'il y a des discussions encore entre Ukrainiens et américains, et surtout que les États-Unis continuent de se montrer, en tout cas dans leur discours optimiste, pour essayer de mettre la pression maximale sur les deux parties. Merci infiniment Sonia Dridi, précieux de vous entendre encore une fois depuis la Maison-Blanche. Donc on entend la prudence, l'ère de la prudence qui est en train de monter. Allez-y. Oui, non, les Européens, je vais simplement dire une chose, ils ont quand même bien soutenu Zelensky. L'aide aujourd'hui, c'est essentiellement à l'Ukraine, c'est une aide européenne, financièrement. On achète, c'est-à-dire on peut livrer des armes américaines, mais qui sont payées par les Européens. Donc il ne faut pas sous-estimer le rôle joué par les Européens pour conforter Zelensky par rapport à Trump, qui aurait tendance à effectivement tout lâcher, ses plans d'Anchorage et le plan Poutine. Donc, M. Zelensky a pu obtenir, peut-être, on n'en sait rien, parce que du côté de Poutine, ça ne bouge pas du tout, quelques améliorations. On parle de 800 000 au lieu de 600 000, etc. Alors, l'OTAN, je pense plutôt qu'en fait, c'est une présence de pays de l'OTAN, mais ce ne sera pas sur le territoire ukrainien, je ne pense pas. C'était ce que voulait effectivement la coalition des volontaires, mais je vois qu'aujourd'hui, on parle de présence en deuxième rideau. C'est donc la Pologne. Donc, Zelensky se sent quand même un peu encouragé par les Européens pour obtenir des améliorations marginales peut-être à ce plan, mais la grande question, on est tous d'accord, je crois ici, c'est M. Poutine. Alors peut-être que l'armée russe va presser sur M. Poutine, c'est la grande question. Justement, M. Poutine, que pense-t-il de cet accord que signeraient peut-être les Ukrainiens? On entend la prudence qui monte tout de même. On en parle dans un instant. L'homme qui a négocié beaucoup avec les États-Unis ces derniers jours a réagi, M. Dmitriev. On va voir ça dans un instant. À tout de suite.